bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau petit déjeuner Alliance Digitale consacré, vous l'avez compris ce matin, au sujet de la sustainability, le développement durable dans l'univers de la publicité digitale. Merci évidemment à Le Bon Coin de nous accueillir une fois de plus dans ces superbes locaux parisiens. Profitez bien de ces lieux et de ce petit déjeuner. Donc, on va avoir une matinée assez dense, hein, avec plusieurs parties. Dans quelques minutes, des introductions d'Arthur, Adeline et Sophie, hein, de l'Union des marques, suivi de la présentation de 2 livrables, hein, de la commission Sustainability. La cartographie des acteurs de l'évaluation et de la réduction de l'impact carbone de la publicité digitale par Quentin Levioc de DK, suivi de l'évaluation quantitative de l'impact des éco-gestes de l'achat programmatique par Maël Marguet. Et nous aurons ensuite 2 tables rondes, la Française des Jeux et DK, avec la présentation de Christelle Bléton et d'Estelle Réal. Une deuxième table ronde, Heineken et Impact Plus, avec Audrey Leblac et Agathe Viau. Et nous terminerons par 3 use cases, Adrien Delambre de Greenbeads et Arthur Orientis de Dentsu, Andrea Caporlinga de Cedara et Raphaël Nataf et Anas Eschaoui de Bicovery. On devrait terminer aux alentours de 11h30. Et je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Arthur Millet, Adeline Gabé et Sophie Rosen, peut-être pour un mot d'introduction. Très rapide pour moi. Merci beaucoup pour le tonnerre d'applaudissements. J'apprécie. J'espère que ce sera la même chose pour Adeline et Sophie qui vont me rejoindre tout de suite. Non, alors moi très rapide parce que comme vous avez vu, c'est dense en effet. On a essayé de faire une matinée très riche et je profite de ce moment pour quand même remercier tous les membres qui ont participé aux productions que vous allez découvrir ce matin, puisque vous savez, les productions d'Alliance Digitale, ce sont les membres qui fournissent les expertises et qui permettent d'avoir ces contenus que vous pouvez ensuite utiliser et que nous, évidemment, en tant qu'Alliance Digitale, nous allons essayer de faire rayonner le plus possible pour que ce sujet important de la sustainability continue à évoluer. Il évolue pas mal, mais bon, c'est un sujet qu'il faut maintenir et continuer à maintenir. Et j'espère que cette matinée permettra de le faire et donc qu'on puisse continuer à travailler sur ce sujet. Voilà, je passe rapidement la parole maintenant à Adeline et à Sophie. Bonjour à toutes et tous. Alors, la commission Sustainability, elle existe depuis, je pense, 4 ans maintenant. Chez Alliance Digitale, on a des membres qui sont très actifs. On a en général toujours au moins 2 groupes de travail en parallèle. Et pourquoi le sujet est important ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le numérique a une empreinte environnementale qui n'est pas négligeable. Ça, ce sont les tout derniers chiffres de l'ADEME qui viennent de sortir là en janvier 2025 et c'est une étude qui a été faite sur l'année 2022. Donc 2022, avant un peu le gros essor de l'IA générative. L'empreinte environnementale du numérique en France représente 4,4% des émissions carbone du pays. Et c'est déjà 11% de la consommation électrique en France. Nouveauté par rapport à l'étude précédente, évidemment tout ça a augmenté depuis les derniers chiffres, mais nouveauté, c'est la part qui concerne la proportion de l'empreinte environnementale qui est liée à la consommation des data centers. C'est 46%, c'était beaucoup moins auparavant. Donc voilà, et là on comprend bien que les usages augmentent et la montée en puissance de l'IA générative va certainement venir impacter cette part importante liée à la consommation des data centers. Et puis le numérique, on parle souvent d'empreinte carbone, d'énergie, d'électricité, mais c'est aussi beaucoup les ressources qui sont mobilisées pour fabriquer tous les différents terminaux dont on a besoin, les réseaux et les data centers. Donc, le numérique en France, ça représente 1,7 tonnes de ressources mobilisées par Français et par an. Donc, c'est assez considérable. Donc, derrière les ressources, on entend la terre qui a été excavée, les métaux critiques, les minerais,
et également l'eau et le plastique, puisque ça consomme quand même pas mal de plastique. Donc ce qui est préoccupant, c'est qu'en fait, si d'ici 2050, rien n'est fait, cette empreinte environnementale, elle va exploser. On considère qu'elle va être multipliée que les émissions carbone vont être multipliées par 3 en France sur le secteur du numérique et que la consommation électrique va augmenter de 80%. Donc clairement, c'est pas du tout soutenable et c'est pas du tout en ligne avec la stratégie nationale bas carbone de notre pays. Donc, c'est pour ça que la commission Sustainability d'Alliance Digitale est très mobilisée sur le sujet. Donc, voilà tous les membres que je remercie, qui sont super actifs. Alors, cette année, en fait, depuis 3-4 ans, on travaille à la fois sur le sujet de la mesure, comment mieux évaluer l'empreinte de la publicité digitale, l'empreinte carbone de la publicité digitale. Et évidemment, en complément, on travaille aussi sur la réduction de cette empreinte environnementale. Donc, on a toujours souvent 2 groupes de travail qui sont sur ces sujets. Donc, vous savez que sur le sujet mesure, on a travaillé avec le SRI sur le Digital Carbon Framework qui a été intégré ensuite au référentiel de l'Union des marques dont Sophie parlera tout à l'heure. Et puis, on a travaillé aussi beaucoup sur la notion d'éco-geste. Quelles bonnes pratiques on peut mettre en place au niveau des différents acteurs de la chaîne de valeur et en particulier des acheteurs médias, quelles bonnes pratiques on peut mettre en place pour réduire cette empreinte. Donc, on a publié un guide des éco-gestes, on a publié une bibliothèque de cas pratiques et cette année, ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, donc on a cherché à comprendre quels étaient les éco-gestes prioritaires en fonction des typologies de campagne. Donc Maëlle va vous expliquer tout ça. Et puis, comme il y a toute une activité économique aussi qui se développe sur ces sujets à la fois d'évaluation et de réduction, on a travaillé aussi un panorama des cartographies pour mieux comprendre qui sont les acteurs de l'évaluation et de la réduction de l'empreinte carbone de la publicité digitale, donc ce que vous présentera tout à l'heure Quentin. Voilà, je termine juste pour vous raconter un peu les sujets qu'on a en tête un peu pour cette année. Donc, on a vraiment travaillé cette notion d'éco-geste. Maintenant, on pense qu'il faut vraiment qu'il soit systématisé par tous les acteurs de la chaîne de valeur. Il faut qu'on les fasse encore mieux connaître. Il faut qu'on démontre toujours quel est leur intérêt et en termes d'empreinte environnementale et en termes de performance média, parce qu'on verra que justement, c'est pas du tout contradictoire, bien au contraire. Et puis, il faut qu'on réfléchisse probablement à faciliter aussi leur adoption, peut-être directement dans les outils, dans les plateformes tech, les ad serveurs, les SSP, les DSP. Et puis, on réfléchit également à identifier d'autres éco-gestes, peut-être plus sur la partie sell-side, sur la partie ad tech et également, puisque on a la joie chez Alliance Digitale d'avoir intégré la DMA, probablement qu'on va creuser le sujet aussi data et emailing. Et enfin, sur la partie mesure, on travaille avec AdNet Zero pour localiser la base de données pour la France du GMSF. Voilà. Merci. Je laisse la parole à Sophie pour l'idée. Donc, merci beaucoup. Déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, Arthur et Adeline m'ont demandé de venir partager un petit peu avec vous sur le sujet de la mesure. Alors, évidemment, hein, je ne peux que rejoindre le fait que la mesure, c'est formidable et il faut mesurer. C'est super important. Mais si on mesure juste pour faire la photo, on est passé à côté du sujet. Donc, les éco-gestes, la réduction, tout ce qu'on peut mettre en place derrière, c'est ça, en fait, qui va être véritablement important.
Aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler de OneFrame. OneFrame, c'est le référentiel plurimédia qui a été mis en place en France. On a commencé à travailler dessus en 2022 à l'Union des marques avec toutes les personnes de bonne volonté. Et je remercie vraiment toute l'interprofession et tout l'écosystème qui a vraiment joué le jeu pour pouvoir avoir un référentiel point de vue annonceur. Quand je suis un annonceur et que je veux mesurer une campagne plurimédia, quelle méthode je dois utiliser. Et vous allez le voir, il y a un petit film après qui va vous expliquer un petit peu mieux que moi comment ça se passe et qui sont les acteurs intégrés. Et je voulais juste vous préciser 2 choses. C'est que ce référentiel, il est évidemment mis à jour très régulièrement. Il a servi de base aux travaux d'IGMSF avec Feu Le Garme et maintenant AdNet Zero. Et on travaille toujours, on est toujours au steering team du GMSF pour travailler et intégrer et harmoniser, qu'il n'y ait pas des choses différentes qui se passent au global et au local. Ça, c'est très important pour les annonceurs et pour tout le monde, en fait, pour tout l'écosystème. Et la deuxième chose également qui est importante aussi, et vous en verrez des exemples avec FDJ et Heineken, c'est que dans le programme FAIR, qui est le programme de communication responsable qu'on pilote à l'Union des marques, qui rassemble aujourd'hui plus de 55 entreprises, elles sont engagées à mesurer l'empreinte carbone de leur campagne. C'est un vrai engagement qu'elles prennent et qu'elles ont pris depuis, c'était un peu en bonus jusqu'à présent, et maintenant c'est vraiment un engagement obligatoire depuis cette année, depuis l'année dernière, pardon. Je me crois toujours en 2024, mais depuis début 2024. Donc, de plus en plus d'entreprises, d'annonceurs utilisent la mesure de l'empreinte carbone et donc agissent. Mais je vois les équipes de FDJ qui me font des grands oui de la tête. Et donc, elles raconteront ça beaucoup mieux que moi. Voilà, c'était vraiment les points que je voulais partager avec vous avant de lancer la vidéo. Et j'espère que ça va. Voilà. What is OneFrame? OneFrame is a framework, i.e. a tool gathering calculation methods used to measure the GHG emissions impact of communication campaigns. Indeed, the climate emergency is here, and we all need to reduce our carbon footprint. But we can't reduce what we can't measure. That's why our Meta framework is based on strong reference frames, enabling you to measure the carbon footprint of your campaigns with the same standards, and no matter which calculator is used. In this way, you can monitor and compare the carbon footprint of your campaigns over their life cycle, from production to broadcast, on all media, TV, radio, digital, OOH, events. OneFrame is based on a comprehensive consolidation of referentials developed by the ecosystem of communication. To sum up, OneFrame is an essential harmonization tool, reliable, transparent, comprehensive, scalable, and open source, enabling brand owners to have a better measurement of their greenhouse gas emissions. Through transparent and reliable measurement, brands will be able to build pathways to reduce their ads' GHG emissions. OneFrame, by l'Union des marques. Donc ce projet, il vit, il évolue, il va intégrer également de nouveaux médias. Petit à petit, on va notamment avoir des évolutions sur la télé, on va avoir des évolutions sur le référentiel du print et également dans quelques mois, on va pouvoir intégrer aussi la mesure des publicités diffusées en cinéma. Donc voilà, petit à petit aussi, ce projet s'élargit et permet vraiment d'avoir une mesure comparable et surtout qu'on puisse véritablement se dire que ce que l'on mesure est sûr et qu'on ne va pas se tromper de trajectoire et enfin arrêter de procrastiner et agir pour les éco-gestes. Voilà. Merci Sophie. On peut l'applaudir. Et après ces 3 introductions, on va inviter Quentin Leviol de DECA à nous rejoindre sur scène pour cette cartographie des acteurs de l'évaluation et de la réduction de l'impact carbone de la publicité digitale. Merci.
Oui, donc moi je vais vous présenter, avant que Maël vous présente la liste des écotips qu'on a réalisés, je vais vous présenter en premier lieu les 2 cartographies qu'on a réalisées. Donc l'objectif, c'est que le marché puisse avoir une vue sur les acteurs de la mesure de l'empreinte carbone et de la réduction de l'empreinte carbone du digital. Donc ça, c'est l'objectif de ce que je vous présente. Le périmètre qu'on a retenu pour ces acteurs, c'était de se limiter aux acteurs français. On entend par là ayant au moins un client français ou un bureau en France, et de ne retenir que les acteurs indépendants, donc pas ceux qui éventuellement appartiendraient à une régie, par exemple. Alors, donc, comme je disais, j'ai 2 cartographies à vous montrer. La première, c'est la liste des acteurs de la mesure de l'empreinte carbone. Sophie en parlait tout à l'heure. De toute façon, c'est la première étape. Quand on entend mesure, c'est mesure, ensuite écotips. Enfin, c'est pas se limiter à la mesure, mais c'est les acteurs qui n'ont pas forcément un outil ensuite de réduction de l'empreinte au sens strict. Et notre découpage, on l'a fait de la façon suivante. On a scindé les sociétés qui sont spécialistes des médias, de la publicité, de celles qui sont des généralistes. À savoir que dans les généralistes, on a quand même listé des sociétés qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur la réduction de l'empreinte carbone des médias, mais disons qu'elles ne font pas que ça. Et on a distingué également celles qui sont spécialistes des médias digitaux de celles qui sont généralistes plurimédias. Donc ça donne la schématique suivante. On m'entend pas? D'accord. Donc ça donne la schématique suivante. Je ne vais pas forcément vous relire la liste des acteurs, mais donc j'en reviens à la distinction dont je parlais tout à l'heure. Vous avez ici donc les acteurs en bas spécialistes du digital, au-dessus ceux qui sont multimédia, et donc en haut à gauche les sociétés qui sont spécialisées dans la mesure de l'empreinte de la publicité, et à droite celles qui sont plus généralistes, mais qui ont également eu l'occasion de travailler ou qui travaillent encore dans le domaine des médias. Donc voilà pour notre première cartographie. Et on a fait une seconde sur, on va dire, un peu l'étape d'après. Donc, comme je disais, la première cartographie, c'est des acteurs qui vont faire de la mesure, pousser des recommandations, éventuellement pouvoir vous permettre de bâtir une trajectoire. Mais ensuite, il y a des différents leviers qui peuvent être activés avec des outils pour réduire l'empreinte carbone de sa campagne. Et ça, on a du coup répertorié également les acteurs en 5 piliers. Ceux qui vous permettent d'optimiser votre création. Bon, ça, c'est tout ce qui est compression vidéo, par exemple. Ensuite, on a distingué le côté buy-side avec l'algorithme donné optimisation carbone pour permettre aux acheteurs, on va dire, d'optimiser l'inventaire qu'ils vont pouvoir sélectionner. Ensuite, on a mis une optimisation de la chaîne programmatique. Ça, c'est plutôt côté sell-side, donc c'est pour les éditeurs, les destinations éditeurs. Les sociétés qui font des inventaires éco-responsables, tout ce qui est recyclage d'impression, ce genre de choses. Et enfin, les acteurs qui font de la compensation carbone. Ça, je pense que le terme il est familier pour tout le monde. C'est le fait de compenser ses émissions par l'augmentation des puits de carbone. Et du coup, visuellement, ça donne ça. Donc, on retrouve les 5 types d'actions. Un acteur peut être dans plusieurs, d'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Donc, on a ceux qui travaillent sur la création, le buy-side, le sell-side, l'éco-responsabilité des inventaires et la compensation carbone. Vous pouvez retrouver évidemment ce travail sur le site de l'Alliance Digitale. Et du coup, maintenant, je vais laisser Maël vous parler des éco-gestes de la liste qu'on a réalisée. Merci Quentin, on peut l'applaudir. Et on invite Maël Marguet, Machine Learning Engineer chez Greenbids pour la suite de ces livrables. Maël. Bonjour à tous, je vais me mettre au milieu. Je suis vraiment ravi d'être là pour vous présenter du coup la restitution de notre groupe de travail sur le scoring des éco-gestes. Donc comme l'a évoqué Adeline tout à l'heure en introduction, ce groupe de travail, c'est le 3e volet d'un travail un peu plus grand initié par l'Alliance Digitale il y a un peu plus de 2 ans, qui publiait en 2023 en fait le guide des éco-gestes de l'achat média programmatique à destination des agences et des annonceurs pour pouvoir opérer. Donc c'était une liste d'éco-gestes pour pouvoir opérer un achat média plus responsable et plus sobre en ressources numériques.
Ce guide des éco-gestes avait été complété en 2024 par une bibliothèque de cas pratiques qui était une liste d'exemples d'utilisation concrète de ces éco-gestes par l'ensemble des acteurs du marché. Et donc, aujourd'hui, ce livrable qui propose une quantification finalement de l'impact de ces éco-gestes. Et on a voulu aller un peu plus loin en proposant cette quantification par type de scénario, par type de campagne, par type de format. Donc, on a dégagé un ensemble de scénarios. Justement, l'ensemble de scénarios que vous pourrez retrouver dans le livrable, ils sont au nombre de 10. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, finalement, on distingue 5 grandes catégories. Donc, je vais aller un peu vite parce que c'est assez explicite, mais notamment une catégorie sur le social media display avec une granularité au niveau du format. Une autre catégorie sur le social media vidéo avec une granularité au niveau de la durée de la vidéo. Enfin, si on change de volet, qu'on s'intéresse au programmatique, on a un scénario sur le display programmatique et 2 scénarios distincts sur de la vidéo. Donc, l'in-stream SVOD, c'est ce à quoi on pense quand on pense, par exemple, plateforme de streaming type Netflix pour ne pas le citer. Et un autre scénario, enfin une autre catégorie sur de l'in-stream mobile. Je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui parce que ça serait un peu long. Je vais vous en présenter quelques-uns. Et petit spoiler, ce qui serait intéressant finalement de regarder, ça va être la hiérarchie des éco-gestes par scénario. Alors concernant la méthodologie et comment on a mis en place notre étude, déjà, premier point, il faut savoir que l'ensemble des résultats et des simulations faites l'ont été sur la base du Digital Carbon Framework, donc du DCF, dont la version est toujours une version Python disponible sur GitHub. Si certains d'entre vous veulent auditer ou même mieux compléter notre étude, libre à vous. Vous avez cet outil à votre disposition. Donc ensuite, sur le plan d'action, pour chacun des scénarios précédents, on a finalement défini le cadre de la campagne, c'est-à-dire sur quel type de device on va diffuser, sur quel type de connexion, avec quel poids de créa. On a ensuite défini la liste des éco-gestes qu'on souhaitait évaluer et proposer une valeur pour ces éco-gestes. Donc, exemple, par exemple, sur le scénario display, on a défini un poids de créa standard de 250 kilooctets. Et quand on considère l'éco-geste optimisation du poids de la créa, on a défini un nouveau poids de créa optimisé, par exemple, de 100 kilooctets. Et ensuite, pour chacun de ces scénarios, on a calculé l'empreinte carbone de la campagne. Et donc pour les scénarios de base et les scénarios avec application d'éco-gestes. Et on les a comparés. Alors du coup, on a fait une comparaison éco-geste par éco-geste, même si dans la pratique, finalement, les acteurs vont plutôt les cumuler et utiliser l'ensemble de ces leviers. Aujourd'hui, pour la facilité de l'étude et l'interprétation et la présentation des résultats, on a préféré opérer de cette façon. Ensuite, pour vous expliquer ce que vous allez voir et ce que vous retrouverez dans le livrable, vous aurez sur la droite la partie hypothèse des scénarios, donc avec la définition finalement des scénarios, sur quel type de device on diffuse, quel type de connexion, quels éco-gestes sont testés. Et sur la gauche, la partie résultat. Alors, au niveau de la partie restitution, on n'a pas voulu donner une valeur absolue de l'impact des éco-gestes, c'est-à-dire en disant avec cet éco-geste dans tel scénario, vous pouvez avoir une réduction, je ne sais pas, de 7%. On a préféré donner un ordre de grandeur, dire par exemple, vous pouvez avoir entre 5 et 10%, parce que justement, cette valeur absolue dépend des paramètres de base du scénario. Donc voilà, on voulait être un peu plus juste en donnant ces ordres de grandeur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le vert, si ça rend assez bien. Donc ça, c'est des slides que vous pourrez retrouver donc, dans le livrable. On va prendre un peu le temps de la décortiquer ensemble. Donc ça, c'est le premier scénario sur le display programmatique. On va prendre un peu le temps de la lire et ensuite sur les autres scénarios que je vais vous présenter, ce sera un peu plus fluide. Donc comme je vous l'ai dit, sur la droite, vous avez la partie hypothèse du scénario. Donc dans ce cadre-là, sur le display programmatique, on est parti sur un mix device 62% smartphone, donc majorité smartphone, une durée d'exposition de 3 secondes, donc ça c'est la valeur recommandée par le SRI. Et ensuite, vous avez la liste des paramètres de base et la liste des paramètres avec la valeur lorsqu'on considère l'éco-geste. Donc, par exemple, sur le nombre de chemins actifs programmatiques, le SRI propose une valeur par défaut de 350 chemins donc sur le format display. Et nous, d'un point de vue métier, on sait qu'on peut opérer une diffusion sur des inventaires avec une réduction de l'ordre de 20 à 30% du nombre de chemins. Donc, on a pris la valeur de 25%, ce qui nous fait tomber sur un nombre de chemins après éco-geste de 262. Même grille de lecture, voilà, pour bien comprendre. Sur le poids de créa, on a pris un poids de créa standard de 250 kilooctets. Et lorsqu'on considère l'éco-geste optimisation du poids de la création, on a pris une nouvelle valeur de 100 kilooctets.
Alors, un petit mot sur toutes ces valeurs. Donc ça, c'est des valeurs métiers qu'on a pu collecter grâce à l'ensemble des acteurs et à leur collaboration dans notre groupe de travail. Donc voilà, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse pour les remercier pour leur implication l'année dernière. Et donc, quand on passe à gauche sur la partie restitution des résultats, donc vous avez le petit encart blanc qui, lui, ne va pas changer d'un scénario à l'autre, en fait, qui vous indique la classification des éco-gestes. Donc, vous avez les éco-gestes 3 étoiles qui permettent en moyenne une réduction supérieure à 15% sur les émissions de la campagne. 2 étoiles, on est entre 6 à 15%, 1 étoile, 1 à 5, et petit trait, pas d'étoile. Donc, c'est des éco-gestes qui n'ont pas d'impact significatif sur les réductions des émissions de CO2 de la campagne. Justement, dans ce scénario-là, donc sur le display programmatique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 éco-gestes qui n'ont pas d'impact sur la réduction des émissions de CO2 de la campagne, enfin pas d'impact significatif, donc notamment par exemple la diffusion en 100% Wi-Fi, l'optimisation du poids de la créa ou encore la diffusion en heure creuse. On commence à avoir un impact significatif, donc un peu plus faible mais significatif tout de même avec la localisation des serveurs, et qu'on passe d'un scénario de base, donc 45% en France, 55% US, à 90% en France. Voilà, on sait que les facteurs d'émission en France sont un peu meilleurs qu'ailleurs. On a 2 éco-gestes en bas, donc respectivement la fraude et la visibilité, qui sont 2 et 3 étoiles, donc qui ont un impact significatif sur la réduction des émissions de CO2 de la campagne. Alors, ils sont séparés par un petit trait. Voilà, c'est des éco-gestes un peu spéciaux dans le sens, ils sont un peu plus médias, puisqu'il s'agit un peu plus performance, puisqu'il s'agit finalement de ne pas diffuser sur des emplacements frauduleux ou de limiter les impressions non visibles afin de limiter le gâchis de ces émissions. Et enfin, donc, dans ce scénario-là, on voit comme éco-geste 3 étoiles l'accès à un inventaire plus direct, avec des chemins plus directs. Donc ça qui est une résultante voilà, de la surcompétition du système d'enchères du programmatique. Un petit mot sur le chiffre de 3% que vous voyez en bas, qui correspond à la part des émissions incompressibles. En fait, ce sont les émissions liées au cycle de vie, à la fabrication des terminaux. Et en fait, ce sont les émissions sur lesquelles les acteurs n'ont pas la main pour les réduire. Donc, on a tenu à mettre ce chiffre en valeur par scénario. Alors, dans le cadre du display programmatique, 3%, ce n'est pas énorme. Donc, ça représente 3% du volume de CO2 émis sur la campagne. Mais dans d'autres scénarios, c'est un peu plus fort. Voilà, je vous montrerai par la suite. Nouveau scénario. Cette fois, in-stream SVOD 30 secondes. Donc, comme je vous disais, c'est ce à quoi on pense quand on pense, par exemple, plateforme de streaming, Netflix, etc. Même si on s'est mis dans un cas hors wall garden. Même grille de lecture que précédemment. Donc, vous avez les hypothèses du scénario. Donc, on est sur un mix device majoritairement TV à 80%, une durée d'exposition de 30 secondes avec des VTR autour de 50%, et la liste des paramètres de base et la liste des paramètres après application des éco-gestes. Sur la partie restitution des résultats, ce qu'on voit tout de suite, par exemple, c'est que la localisation des serveurs, qui était 1 étoile dans le scénario précédent, n'a pas d'impact significatif dans ce scénario-là. Et on voit finalement déjà que la hiérarchie des éco-gestes est déjà bousculée. On peut même aller plus loin et on voit par exemple la diffusion en 100% Wi-Fi, la diffusion en heure creuse qui n'avait pas d'impact significatif précédemment, qui deviennent 1 ou 2 étoiles dans ce scénario-là. L'accès à un chemin plus direct est 2 étoiles. Et enfin, les meilleurs éco-gestes dans ce scénario, qui sont assez corrélés entre eux, c'est ou bien la réduction de la durée de la vidéo de 15 secondes, donc de moitié, 30 secondes à 15 secondes, ou alors l'optimisation du poids de la créa, donc on passerait de 412 à 210 kilooctets par seconde, donc quasiment de moitié aussi, d'où cette corrélation. Et voilà, d'ailleurs, l'optimisation du poids de la créa qui était non significative dans le cadre du display programmatique, qui devient 3 étoiles dans ce scénario. Et là, la part des émissions incompressibles est un peu plus forte, 19%. Ah. Ok. Ok, c'est bon. Dernier scénario, donc on reste sur le volet vidéo, mais cette fois sur le social media, donc vidéo 6 secondes type stories. Même grille de lecture que précédemment, vous commencez à connaître la chanson. Donc, hypothèse du scénario, là on est sur un mix device 94% smartphone, une durée d'exposition de 6 secondes avec des VTR très faibles autour de 5%, et la liste des paramètres de base et des paramètres avec l'éco-geste. Première remarque dans ce scénario-là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a moins d'éco-gestes testés. En fait, on est sur le social, on a un peu moins de levier d'action, on a notamment un coût d'allocation qui est beaucoup plus faible.
et donc moins de leviers d'action. Cependant, les leviers d'action évalués sont entre guillemets des top éco-gestes. Donc, ce qu'on voit par exemple, la diffusion 100% Wi-Fi ou l'optimisation du poids de la créa, qui sont 3 étoiles dans ces scénarios et qui étaient non significatifs ou 1 ou 2 étoiles dans les scénarios précédents. Donc, encore une fois, une hiérarchie vraiment différente d'un scénario à l'autre. Ok, c'est bon, ça marche. Donc, ce qui emmène à la conclusion en fait de cette étude, ce qu'on a voulu mettre en valeur en fait à travers ces différents scénarios, c'est que finalement la hiérarchie des éco-gestes, elle varie fortement suivant le type de campagne, le type de format. Et donc, on invite finalement l'ensemble des acteurs à pouvoir au moins s'appuyer sur ces études-là, dès lors qu'il s'agit d'opérer un achat média plus responsable et de pouvoir se poser la question dans quel cadre je suis, sur quel type de format je vais diffuser, et donc pouvoir s'appuyer sur ce livrable pour aller identifier les leviers d'action les plus pertinents à utiliser. Deuxième conclusion, malgré tout, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même des éco-gestes qui reviennent un peu plus souvent que les autres aux meilleures places, donc qui occupent plus régulièrement le haut du panier, entre guillemets, et qui, pour nous, devraient faire l'objet d'une systématisation par l'ensemble des acteurs. Donc, on pense notamment à la réduction du nombre de chemins sur le volet programmatique, donc aussi bien display que vidéo. Sur la vidéo, justement, il y a un travail ou bien sur le raccourcissement de la vidéo, ou bien sur l'optimisation du poids de la créa vidéo, qui se traduisent souvent par des réductions des émissions de CO2 conséquentes sur la campagne totale. Il y a également un travail sur le Wi-Fi, donc sur la diffusion Wi-Fi, notamment pour le social, où on sait que le social a un peu plus tendance à diffuser sur réseau mobile que sur réseau Wi-Fi, que le programmatique, par exemple, et que le coût de diffusion peut être un peu plus fort parce que justement, il n'y a pas de coût, le coût d'allocation est un peu plus faible. Donc voilà, il y a un travail de ce côté-là, notamment sur le volet social. Et enfin, on a basé notre étude sur le prisme du carbone, bien sûr, mais c'est bien sûr à mettre en perspective avec les performances médias de la campagne afin d'éviter quelconques effets rebonds. Et enfin, le mot de la fin, chaque geste compte. Alors c'est presque un slogan. L'idée, c'est de se dire, voilà, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a proposé cette étude éco-geste par éco-geste. Bien sûr, l'ensemble des acteurs, et c'est ce qu'on encourage, vont plutôt avoir tendance à les cumuler pour avoir finalement les meilleurs impacts, les meilleures réductions possibles de leur campagne. Et ce qu'on a notamment vu dans notre groupe de travail, c'est que certains éco-gestes qui voilà, peuvent avoir des impacts assez faibles, dès lors qu'on a activé des leviers d'action précédents qui peuvent être plus forts, ces éco-gestes, leurs impacts deviennent plus forts. Et donc voilà, moralité, entre guillemets, n'oubliez personne. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à aller consulter ensuite la plaquette interactive qui est vraiment bien faite pour voir également les résultats des ensembles des autres scénarios évalués. Voilà. Merci. Merci Maël de Greenbids pour cette présentation. Et je vais inviter Adeline à revenir sur scène pour une nouvelle séquence un peu plus interactive. Adeline, je crois, avec 2 tables rondes. Hein. On commence tout de suite par une première avec la Française des Jeux. Oui, tout à fait. On a la chance justement de pouvoir rentrer dans le plus concret sur ces éco-gestes, parce qu'on va voir chez la Française des Jeux et chez Heineken ensuite comment ils ont été mis en place, comment ils ont été déployés de façon large auprès de différentes équipes sur une partie des campagnes ou toutes les campagnes, comment ça se passe, quels sont les résultats en termes d'émissions carbone, en termes de performance média, est-ce qu'il y a des freins voilà. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Bleton, qui est directrice média, production TV et événementielle à la Française des Jeux. Merci d'être là ce matin. Et puis Estelle Réal, qui est directrice marketing chez Deka et qui accompagne la Française des Jeux dans la mesure de ses émissions carbone sur la publicité. Bonjour, merci à tous de nous accueillir. Alors, Christelle, vous êtes lancée dans un audit environnemental de toutes vos actions marketing et communication. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le déclencheur de cette démarche ? Alors effectivement, on a plusieurs déclencheurs sur cette démarche. C'est déjà quelque chose qui est ancré dans la Française des Jeux, puisque la RSE au sens large fait partie de notre raison d'être.
Aujourd'hui, le jeu est au cœur de notre modèle, notre responsabilité, notre exigence, la contribution sociétale est clairement notre engagement. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était que finalement, ces valeurs soient vraiment intégrées dans le cadre de notre stratégie aussi publicitaire en matière de réduction d'empreinte carbone. Donc, il y a effectivement la raison d'être, mais pas que. On est une activité majoritairement basée sur du papier. Vous avez certainement tous joué soit au loto, soit à Euromillions, soit au paris sportif en point de vente, et c'est basé sur du papier. Donc, il était hyper important pour nous que finalement, on fasse avancer notre entreprise en matière de réduction d'empreinte carbone par la nature même de notre activité. C'est pour ça qu'en fait, depuis 2022, si je ne me trompe pas, on a un objectif de réduction de l'empreinte carbone au global pour le groupe assez significatif de 25% d'ici 2030. Donc, on est sur une trajectoire où tous les ans, on a un certain nombre d'actions qu'on met en place pour pouvoir réduire cette empreinte carbone. Donc, entre la raison d'être, les enjeux stratégiques du groupe et plus globalement aussi les initiatives propres qu'on a au sein de l'équipe, notamment avec Marina, on a mis en place une ACV, donc une analyse du cycle de vie, pour comprendre finalement tous les paramètres spécifiquement sur la publicité qui pouvaient jouer sur la contribution à augmenter l'empreinte carbone et donc de facto ce qu'il fallait mettre en place pour la réduire. En quoi justement le poste marketing communication nécessitait une mesure spécifique? Alors justement, si on a mis en place cette ACV, l'idée c'était après de décortiquer finalement les résultats et qu'est-ce qu'on allait obtenir pour pouvoir voir sur quoi agir. Assez basiquement, on l'a vu tout à l'heure, même historiquement, pardon, si je reviens un peu sur l'historique, on mesurait notre empreinte carbone avec la mesure de l'ADEME qui avait et qui a toujours ses limites, en tout cas par rapport à ce que nous, on évaluait. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette ACV pour être au plus proche finalement et de l'évolution du mix média, et notamment avec le développement du digital, pardon pour le son, et plus globalement de faire en sorte que finalement on puisse identifier vraiment là où on pouvait agir. Ce qui nous a permis de voir, mais on l'a vu aussi dans les témoignages précédents, finalement, c'est surtout sur le digital qu'on peut agir, notamment sur la diffusion. On a été surprise avec Marina et l'équipe, finalement, de se rendre compte, intuitivement, on pensait que c'est surtout la création qui allait peser finalement dans le poids de l'empreinte carbone, parce qu'au tournage à l'étranger, etc., etc. Et en fait, pas tant que ça. Finalement, la diffusion, le mode de diffusion ou les modes de diffusion pèsent énormément dans le poids de l'empreinte carbone. Donc, c'est aussi pour ça, il y a l'accélération aussi du digital dans notre mix média qui fait en sorte qu'on a développé aussi finalement des enseignements et qu'on a tiré les enseignements de ces pratiques. Donc finalement, on est passé d'une évaluation monétaire de l'impact de la publicité au sein du bilan carbone à quelque chose de beaucoup plus juste, on va dire, en se basant notamment sur les référentiels existants et une évaluation beaucoup plus fine en fait des impacts de la publicité. Oui, nous, chez Deka, je vais essayer de parler plus fort, alors Jérôme me fait des grands signes. Chez Deka, on propose une mesure de l'empreinte carbone de la publicité basée bien sûr sur les référentiels et sur le référentiel OneFrame que Sophie vous a présenté. Et également, on a été audité et on est certifié par l'ADEME pour notre mesure carbone, ce qui permet à des annonceurs comme FDJ de pouvoir prendre la donnée carbone directement dans leur bilan carbone corporate, de l'intégrer, mais aussi également de pouvoir l'exploiter dans leurs rapports extra-financiers, comme pour les rapports pour la CSRD. Est-ce que ça a été un critère, ça, Christelle, pour choisir quels allaient être vos partenaires sur l'évaluation carbone de la publicité? Alors, complètement, parce qu'on cherchait effectivement une solution marché et référenciée, on va dire, sur les principaux acteurs du marché. On a fait plusieurs tentatives. La CV a été mesurée avec Iker, on a eu des évaluations aussi avec Impact Plus, ce qui nous a permis de grandir et finalement mieux se structurer. Et effectivement, on a fait le choix de la solution Deka parce qu'elle nous paraissait complète, elle est facile à mettre en place, il y a une granularité de data, elle est effectivement dans le référentiel de l'UDM, ce qui est hyper important pour nous. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on avait choisi Deka. On a choisi Deka. Quelle a été du coup ensuite votre démarche pour prioriser les bonnes pratiques? Parce qu'une fois que vous avez fait l'évaluation, vous avez repéré un peu les postes lourds qui impactaient cette empreinte carbone de la publicité. Comment vous avez priorisé un peu les bonnes pratiques, puisque j'imagine que c'est quelque chose de un peu lourd à mettre en place et donc il faut y aller petit à petit? Déjà, la première chose, c'était qu'il fallait convaincre. Parce que forcément, convaincre les équipes marketing qui ont des enjeux business assez forts, notamment dans les plans médias,
On a des contraintes aussi importantes réglementaires, notamment en termes de pression publicitaire. Donc, il fallait les convaincre que globalement, ce qu'on rajoutait sur l'empreinte carbone n'allait pas desservir finalement leurs enjeux de couverture, notamment médias. Donc, pour faire ça, on a mis en place des A/B tests assez basiques sur nos principales campagnes. Et on a fait la démonstration qu'en fait, finalement, le choix d'un certain nombre de pratiques, je vais y revenir juste après, permettent de ne pas du tout toucher aux mesures et au business et on va dire aux enjeux de couverture média et d'améliorer significativement l'empreinte carbone. On l'a évoqué tout à l'heure, justement, dans les bonnes pratiques, c'est un peu les mêmes. Faire en sorte de diffuser soit en heure creuse, soit le week-end. On le fait en fonction de nos stratégies médias. Privilégier au maximum le Wi-Fi, etc., etc. Donc, on essaie de faire en sorte de ranker finalement ces bonnes pratiques pour qu'elles soient mises à disposition et en étant assez pragmatiques pour que les équipes se les approprient, qu'elles soient aussi un peu mandatory forcément dans les plans et de montrer que finalement, step by step, avec chacune des campagnes, il n'y avait pas d'impact sur la couverture média. On a parlé lors de la préparation d'un guide que vous avez conçu avec différents critères, justement, l'impact carbone de l'éco-geste, mais aussi d'autres critères. Comment vous avez construit ça? On a effectivement fait un guide assez complet, il y a une trentaine de bonnes pratiques. On l'a partagé avec toutes nos parties prenantes. Dans la démarche, j'oubliais aussi un truc qui est important. On n'est pas tout seul, on a une agence média, en l'occurrence Publicis, dans lequel on les a fortement mobilisés. C'est une agence qui est aussi instinctivement très fortement mobilisée sur l'empreinte carbone, donc ils sont objectivés aussi sur l'atteinte des résultats en matière de RSE. Donc on a essayé d'avoir une démarche et globalement des critères qui étaient assez complets pour pouvoir embarquer toutes les parties prenantes et pas que simplement les équipes de communication, les équipes marketing pour le coup. Et donc, il y avait d'autres critères que l'impact carbone dans ce guide? Donc, effectivement, on avait le fait d'avoir finalement, dans les bonnes pratiques, je vous l'évoquais sur la partie diffusion, sur la partie Wi-Fi, le poids, on va dire, globalement, qu'on peut mettre en termes de moyens sur cette dimension-là. Le fait d'avoir une granularité aussi importante en termes de data, c'était important pour nous de pouvoir finalement avoir quelque chose qui était assez exhaustif et qui était plutôt quelque chose qui pouvait nous emmener dans l'évolution aussi de la trajectoire du groupe pour pouvoir tenir notre objectif carbone. Ce qui est aussi important, c'est que cette mesure et cette optimisation que vous pouvez faire se fait sur l'ensemble des plurimédias. Là, ce matin, c'est un digital focus, mais et ce pilotage se fait également sur la télé, sur la radio. Exactement. Comme tu le disais au début, sur le print, c'est vraiment, vous avez aussi une vision à 360 sur l'ensemble du plan média. Dans la granularité data, c'est effectivement ça que j'avais en tête. C'est, même si majoritairement les campagnes sont de plus en plus digitales, l'idée, c'est de couvrir quand même tous les plans, et notamment les plans traditionnels, puisqu'on reste quand même encore avec fortement de la télé et un peu d'affichage aussi pour le coup. Donc, il fallait effectivement que la mesure soit complète et soit la plus large possible pour couvrir l'ensemble des mix médias de l'ensemble de nos activités. Comment vous avez déployé ensuite l'adoption de ces bonnes pratiques dans les équipes? Alors, le déploiement, en fait, il se fait. Alors, je vous parlais de l'A/B test tout à l'heure, mais après l'A/B test, il a fallu qu'on fixe des objectifs. Donc, je vous évoquais l'objectif du groupe au global de réduction de l'empreinte carbone. Après, comme là, on a mis en place un guide, ce qui nous paraissait le plus simple avec Marina, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut fixer comme objectif aux équipes de taux d'adoption. Donc, on a été assez humble. Au début, c'était 50% de taux d'adoption des pratiques, puis 60, puis 70. Et là, l'année dernière, on a atteint 80%. L'idée, c'est que cette année, on vise les 100% sur les pratiques les plus contributrices en matière d'environnement, d'essayer de combiner non pas juste une liste exhaustive, mais de les ranker aussi par ordre de niveau de contribution. On est dans un contexte où, si globalement, nos investissements publicitaires sont plutôt en réduction. Donc, l'idée, c'est aussi d'intégrer cette baisse et de remettre les moyens uniquement sur les médias les plus, et notamment digitaux, qui sont les plus consommateurs en termes de pratiques. Et alors, quel résultat ça donne, le déploiement de ces bonnes pratiques, justement? Globalement, je vous disais, la logique de test and learn, quand elle embarque finalement les équipes, elle est finalement assez productive, puisque on a, au-delà du taux d'adhésion, maintenant des équipes qui les mettent de manière un peu plus systématique dans leur plan et qui font en sorte finalement que ce soit un peu mandatory, mais aussi des éléments qui donnent aussi du sens à leur activité. Donc, on a eu quelques freins, évidemment, d'adoption pour certaines équipes qui ne voyaient pas l'intérêt parce que ça coûte. Effectivement, ça coûte un peu d'argent. Donc, dans un contexte de restrictions budgétaires, c'est un peu compliqué. Mais au final, on est plutôt sur un taux d'adoption global de la démarche et des objectifs de méthode, à savoir du test and learn et des KPI associés, qui sont plutôt très bons. D'accord. Donc, les deux secrets, ça a été de prouver que ça marche en termes médias
et également de piloter le taux d'adoption des bonnes pratiques. Ouais, je rajouterais un truc, c'est d'embarquer au départ, parce qu'en fait, avant d'imposer, puisqu'ils pourraient le voir comme ça, on a la chance d'avoir des ateliers collaboratifs et de mettre en place des sessions en fait, de travail collectif, et en fait d'embarquer les populations globalement sur la décomposition finalement à travers la CEE et à travers la manière dont la publicité joue sur l'empreinte carbone. Ça a permis déjà de donner du sens. Ensuite, on a effectivement accompagné la démarche de test and learn, et ensuite la monitorer. C'est vraiment les 3 piliers pour le coup. Estelle, vous avez accompagné cette adoption? Oui, en fait, la FDJ a la chance d'avoir voilà, des personnes très impliquées, notamment Marina. Ce qu'on voit parmi nos clients annonceurs, quand il y a des démarches comme ça de mesure et de pilotage bas carbone, on peut dire ce qui est essentiel, c'est d'avoir une personne référente, porteuse du projet en interne. Marina, je pense, le fait très bien. Donc, c'est une personne qui va en interne éduquer, accompagner chaque personne. Et puis, comme Christelle le disait, c'est qu'il y a des objectifs groupes derrière qui vont sur chacun des départements. Et après, il y a des incentives au niveau Pour l'agence. personnel pour l'agence et voilà, au niveau de l'ensemble des prestataires de l'achat média. Et on voit que c'est ce cercle vertueux sur lequel les annonceurs partent et qui est vraiment après des trajectoires à la baisse. Et je compléterai juste un point, parce que c'est important sur les enjeux groupes. Avec les équipes de la finance, on raisonne aussi en budget monétaire classique, mais les équipes ont l'intention de mettre en place un budget carbone et de nous fixer. Donc là, c'est pas que pour la pub, c'est pour l'intégralité des activités, et de fixer aussi des objectifs de maîtrise de ces budgets carbone en fonction de leurs besoins. Donc on va expérimenter, puisque nous, ça nous paraît assez ludique et assez utile de le faire aussi sur la publicité, d'avoir un budget carbone qu'on va gérer et de le monitorer comme si c'était un budget monétaire classique, et de se fixer aussi des objectifs en fonction, ce qui permettra de matérialiser très concrètement l'adoption des bonnes pratiques et le taux de contribution de ces pratiques dans le cadre de la réduction de l'empreinte carbone. Génial. On aimerait avoir les résultats de cette expérimentation l'année prochaine. On sera les premiers à vous les partager dès qu'on les aura, mais on est convaincus plus sérieusement qu'en fait, il faut vraiment raisonner de manière vraiment globale et embarquer avec des choses qui sont relativement simples. On a parlé des bonnes pratiques tout à l'heure. Je pense qu'au bout d'un moment, les équipes vont les approprier. Maintenant, il faut aussi aller un peu plus loin, que ça devienne des objectifs groupes. Les critères extra-financiers sont hyper importants pour notre entreprise, et les traduire avec des objectifs qui sont valorisés en termes de réduction d'empreinte carbone. Se donner un objectif de réduction d'empreinte carbone à horizon 5 ans, c'est super, mais il faut derrière pouvoir le piloter, et le fait de donner des budgets finalement annuels en euros carbone, on va l'appeler comme ça, ou en carbone euro, permet aussi plus facilement de rendre concret l'atteinte de cette cible. Estelle, tu mentionnais l'implication des partenaires de la FDJ et le fait qu'ils soient incentivés aussi sur ce type d'objectifs. Oui, l'agence, en fait, déjà, Publicis, je vous disais, était très moteur, et on trouvait hyper important que dans les critères qualitatifs qu'on a avec elle, quantitatifs qu'on a avec cette agence, c'est de contribuer aussi dans leurs actions à la création de plans dans lesquels ils favorisaient davantage les opportunités, on va dire, RSE. Donc, on a initié plusieurs approches. La première avec TF1, on a été le premier à initier l'offre low carbone que TF1 a mis en place l'année dernière pour pouvoir être aussi un partenaire. C'est un de nos partenaires stratégiques, et on voulait être aussi précurseur avec eux pour profiter d'offres régies dites vertes, pour le coup. Donc, c'est important pour nous. Pareil sur Greenpeace, on souhaite aussi le déployer davantage que ce qu'on a pu pour l'instant faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'associer à toutes les parties prenantes qui permettent de mettre en place des outils et des solutions, tant de mesures, mais aussi d'offres, pour pouvoir finalement rendre encore plus visible et concrète notre engagement en matière de réduction de l'empreinte carbone sur la pub. Et quels sont vos chantiers alors pour cette année ? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Il y a une dizaine d'années, j'ai mis en place un marketing mix modeling au sein de la Française des Jeux, qui est en gros mesurer la rentabilité de chaque action publicitaire. 1 euro investi génère combien de chiffre d'affaires, pour faire simple. J'aimerais bien aujourd'hui que cet engagement soit aussi traduit en réduction d'empreinte carbone, et qu'on intègre dans le MMM des critères de mesure de l'empreinte carbone, pour qu'on ne regarde pas que simplement le chiffre d'affaires qui est généré, mais aussi la contribution ou la réduction en termes d'empreinte carbone. Ça veut dire, Estelle, des capacités API de fournir des données granulaires. Ouais. Donc, des capacités d'API, de pouvoir injecter la donnée carbone au cœur des enjeux, les dashboards exploités par la FDJ et par les annonceurs en général.
également de pouvoir, nous, en tant que mesureurs, tiers de confiance pour un annonceur tel que la FDJ, c'est pouvoir l'accompagner à chaque fois qu'ils font des optimisations des pilotages. Christelle parlait de Greenbeats. Greenbeats va faire des optimisations sur la chaîne programmatique. S'assurer que toutes les optimisations faites par Greenbeats soient bien mesurées et bien mises dans les dashboards pour qu'on s'assure que chaque action est bien mesurée, bien comptée. Et puis un autre enjeu sur lequel on va partir également, c'est, Christelle en parlait au début, sur tout ce qui est production assets créatifs, même si sur la chaîne publicitaire, on est encore assez minime par rapport au poids de la diffusion, mais on peut se retrouver avec des poids de jusqu'à 30% d'impact carbone sur une campagne publicitaire du fait de la création des assets. Nous également, on va intégrer dans notre solution tout ce qui est mesure des assets créatifs pour prendre en compte tout ce qui est la production. Est-ce que c'est une production green? Quels sont les aspects? Et donc, tout ça, mettre à la disposition cette mesure d'empreinte carbone au niveau création-production. Pour finir, au-delà de l'amélioration de l'empreinte carbone, est-ce que cette démarche, est-ce que vous en avez tiré d'autres bénéfices? Déjà, le fait d'avoir des travaux collectifs avec plusieurs équipes et d'avoir non pas des objectifs silotés de business par activité et d'avoir finalement des objectifs communs et transversaux, c'est déjà un énorme bénéfice puisque ça, pour la plupart des équipes, ça donne aussi du sens à leur activité, pas simplement des objectifs d'e-business sur lesquels ils n'ont pas forcément la main. Là, ils ont davantage la main pour pouvoir les piloter, les mettre en place. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont hyper importantes. On est une entreprise qui est en pleine transformation puisqu'on a racheté un groupe international et on va se développer encore plus sur le digital. Donc, ça a d'autant plus de valeur qu'aujourd'hui, on embarque aussi les équipes internationales qui commencent à rejoindre le groupe dans cette trajectoire de réduction de l'empreinte carbone qui n'est pas nativement, on va dire, quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire par le passé. Donc, il y a un enjeu de transformation hyper fort pour pouvoir poursuivre cette trajectoire au-delà finalement du groupe historique FDJ et maintenant du groupe international et de l'empreinte internationale que l'entreprise peut avoir depuis quelques mois. Donc, finalement, cette démarche d'amélioration de l'impact environnemental, c'est aussi une façon de collaborer différemment entre les équipes. Ça donne une motivation finalement et un sens différent au travail dans l'entreprise. Ça donne surtout un objectif commun et transversal qui n'est pas forcément le cas où chaque équipe est un peu silotée par business unit. Donc, ça donne du sens à une dimension, on va dire, extra business, même si c'est une forme de business pour le coup, qui permet aussi de fédérer davantage les équipes parce qu'il y a aussi plus facilement des partages de bonnes pratiques, ceux qui tentent davantage le Wi-Fi ou les heures creuses, puisqu'on a des activités qui sont malgré tout dépendantes d'un calendrier soit sportif, soit événementiel. Donc, ça permet aussi de renforcer le partage de bonnes pratiques plus facilement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. À tous. J'invite maintenant Audrey Lebalch de Heineken, qui est responsable du média digital chez Heineken France, et Agathe Viau, qui est directrice de la relation client chez Impact Plus. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux et merci d'être là pour nous offrir un témoignage de quels éco-gestes vous mettez en place pour les campagnes digitales chez Heineken et comment vous avez scalé, mis à l'échelle cette démarche de bonne pratique. Donc, vous me disiez depuis 2021, Heineken a travaillé sur ce sujet de réduire l'empreinte carbone des campagnes digitales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contexte de ces travaux et les différentes étapes qui vous ont amené jusqu'ici? Oui, déjà, on est ravis d'être parmi vous ce matin avec Agathe pour vous présenter ce projet depuis son démarrage, depuis maintenant quelques années, qui nous a vraiment permis de mettre en place des éco-gestes qui ont eu un impact significatif sur la réduction de notre empreinte carbone sur le digital. Donc déjà, ce projet, il est en ligne avec des enjeux qui sont portés au niveau du groupe Heineken, qui a pour ambition le net zéro émission carbone sur ses scopes 1, 2 et 3 d'ici 2040
et 2 d'ici 2030. Ensuite, cet enjeu et cette ambition, elle est prise en compte au niveau de notre département marketing. On est notamment signataire de la charte fer de l'Union des marques depuis 2018. Et donc, on a une équipe d'ambassadeurs pluridisciplinaires au sein d'Heineken France qui va s'assurer de mettre en place des actions et aussi de communiquer autour de ces actions qui vont permettre de répondre aux 15 engagements de la charte. Donc, il y a notamment cet engagement autour de la mesure carbone de nos communications, de nos campagnes de communication. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, au sein de notre équipe média Heineken, on a commencé ces différents travaux. Donc, on a d'abord commencé par mesurer nos campagnes plurimédias avec différents acteurs, notamment qui ont été mentionnés auparavant ce matin. Ensuite, on a mis en place avec notre agence de communication Starcom des comités Positive Média. Et ces comités Positive Média, ils ont pour ambition d'identifier nos Positive Media Players. Et ces Positive Media Players, on va les identifier autour de 4 piliers de mesure qui vont être déjà, oui, la performance du média et avec un point prédominant de ce levier. Ensuite, il y a l'utilité et la perception du consommateur envers ce média. L'empreinte l'empreinte carbone de ce média et aussi l'impact, l'utilité sociétale qu'a ce média, hyper important dans la dimension RSE. Donc, via ces comités, on a pu identifier un certain nombre de décisions en termes de choix, de focus régie. Mais on a rapidement vu qu'il y avait une nécessité d'aller plus loin sur le digital, qu'offre une multiplicité de placements, de formats et de plateformes. Donc, on a décidé de s'accompagner d'Impact Plus pour mettre en place ce projet. Et on a débuté ce projet en 2021, mais sur une approche très test and learn. On a mesuré de campagnes, on a vu de premiers learnings et ensuite, en 2022, on a scalé, on a mesuré, on a mis en place ces learnings sur une trentaine de campagnes. Mais on s'est aussi rendu compte qu'on voulait aller plus loin, que plus on mesurait, plus on avait de data, plus d'insight et plus on allait identifier des éco-gestes à mettre en place sur l'ensemble de nos campagnes social médias et programmatiques. Donc là, on a vraiment débuté l'automatisation du projet, mais je vais laisser Agathe parler concrètement de cette automatisation. Merci Audrey. C'est vrai que pour nous, Heineken, c'est vraiment un très bon exemple du passage à l'échelle dans l'automatisation de l'évaluation de l'impact. En effet, en passant en 2021 de la mesure de 2 campagnes digitales à l'ensemble des investissements digitaux en 2024, ça a été ce que nous, on appelle le passage à l'échelle. Et donc, du coup, ça a été possible grâce au lancement de notre plateforme ESP, pour Environmental Sustainability Platform, qui a permis vraiment de sortir de la collecte manuelle de la donnée et d'aller collecter automatiquement, du coup, les investissements digitaux d'Heineken via des API. Donc, quelques exemples. On est connecté à Meta, TikTok, DV, YouTube, etc. Et la liste est non exhaustive. Et non seulement c'est moins énergivore pour les équipes, mais surtout ça permet d'aller collecter beaucoup plus de données et du coup d'en tirer beaucoup plus d'insights et notamment des axes de réduction. Alors justement, sur ces axes de réduction, quel levier d'action vous avez identifié comme prioritaire ? Oui, déjà, c'est insisté sur le fait que on a vraiment vu un impact significatif sur la réduction de notre empreinte carbone. Donc, depuis le projet d'automatisation et donc depuis 2024, en 2024, ça nous a permis d'éviter 40% d'émissions de gaz à effet de serre sur nos campagnes social médias et display programmatiques. Donc, via la mise en place d'actions prioritaires qui ont aussi été présentées ce matin. Mais par exemple, la réduction des durées des assets, quand on est sur des campagnes très hautes funnel, alors là, on va préconiser des durées d'assets très courtes. Ensuite, la réduction du poids des créas, elle est hyper importante. Elle nous a permis d'éviter 25% d'émissions de gaz à effet de serre en 2024. Et cette réduction du poids des créas, on l'a mis en automatique dans les process avec nos agences créa. Et on a prouvé déjà, en premier lieu, que ça n'impactait pas la qualité des créas. Et ensuite, on a pu le mettre en automatique dans le process et grâce notamment à un outil proposé par Impact Plus. Mais je vais
vais laisser Agathe parler. Merci. Du coup, encore une fois, pour nous, Heineken, c'est vraiment un très bon exemple du passage à l'échelle. Donc, du coup, dans la lignée de l'automatisation, on a lancé donc la plateforme pour l'évaluation, mais on a également lancé un outil d'automatisation de l'optimisation des assets créatifs, donc Creative Optimizer pour son petit nom. Et donc, non seulement Heineken a pu l'intégrer dans son process avec ses agences créatives, mais c'est un outil qui est très simple et très rapide et qui permet d'aller chercher un maximum de compression sans dégrader la qualité perçue par l'utilisateur. Il faut savoir que nous, depuis 2020, on a optimisé manuellement des dizaines de milliers d'assets et donc on sait exactement quelle est la marge de compression à aller chercher par plateforme. Et c'est vraiment cette expertise qu'on a souhaité mettre à disposition des marques et des agences dans l'outil. Donc concrètement, les agences de création, elles ont accès à votre outil, elles uploadent les créations et ensuite elles peuvent livrer les créas optimisés Tout à fait. pour diffusion. L'objectif, c'est vraiment que ce soit simple, rapide et que ça vienne surtout pas être chronophage dans un process créatif où on sait que parfois les timings sont très serrés pour les marques et pour les agences. Je reviens juste, Audrey, tu parlais de la durée des assets. Est-ce que vous avez identifié une durée idéale pour vous sur la partie branding de vidéo? Oui, sur le social media, on sait, hein, la durée d'attention est hyper courte. Donc, il faut savoir capter l'attention en une demi-seconde des utilisateurs. Donc, on est sur des assets très haute funnel, Noto, sortie d'Inno. On est sur des assets de 3 secondes. Nous, c'est les assets et on achète au reach. Donc, on achète au reach. Donc, là, in fine, finalement, la durée d'attention n'est pas optimisée par l'algorithme. Donc, voilà, on arrive en mettant en place des assets très courts de 3 secondes, d'avoir un impact sur la Noto, notamment des Inno qu'on met en place. Par contre, quand on est sur des campagnes milieu de funnel où on veut driver de l'image, de la considération, plus de l'equity, là, on va être sur des formats plus longs, jusqu'à 6 à 10 secondes sur le social media et 15 secondes sur la vidéo et notamment sur YouTube. D'accord, donc ça reste quand même très court, même sur les formats les plus longs. Donc, challenge pour les créatifs de faire quelque chose en 3 secondes. C'est ça, et c'est un challenge, on les accompagne, on est là pour les accompagner, les régies également, mais c'est des guidelines très clairs qui sont communiqués au sein à toutes les agences créa. Alors, comment vous arrivez à concilier les éco-gestes avec les performances médias? Est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que parfois il y a eu des difficultés, des freins que vous avez rencontrés pour mettre en place certains éco-gestes par rapport à la perception sur les performances? Déjà, les éco-gestes, ça c'est les classiques. On met en place tous les éco-gestes qui ont notamment été présentés juste avant, le ciblage Wi-Fi qu'on met en place sur 100% de nos campagnes digitales et notamment 100% en social media. Après, on ne le fait pas quand c'est pas pertinent. On reste, bien sûr, si on est sur des campagnes ultra locales qui ont pour un objectif de driver des visites sur un lieu spécifique, là, bien sûr, on va réfléchir, on ne va pas mettre en place 100% Wi-Fi. Donc, il faut que ça reste toujours cohérent avec l'objectif de la campagne. C'est hyper important. Sur la surpression week-end, c'est quelque chose qu'on avait mis en place notamment en 2024, 2023 et 2022, mais on s'est rendu compte en 2024 que ça avait peu d'impact et à la marge. Donc, c'est se dire aussi, quand ça a peu d'impact ou à la marge, est-ce qu'on continue de le faire? Et c'est notamment sur ça qu'Impact Plus continue de nous accompagner. Et sur cette partie pression des jours à intensité, c'est là où on a besoin de l'avis d'un expert comme Impact Plus qui nous apporte cet avis. C'est vrai que ça a été abordé tout à l'heure, mais il est important de... En gros, nous, ce qu'on a observé, c'est que l'intensité carbone en France a été divisée par 3 entre 2024 et 2023, suite notamment à la réouverture de certaines centrales nucléaires. Et donc, nous, via la donnée qu'on va collecter, on va quand même toujours rester très vigilant à affiner les recommandations parce qu'on voit que l'impact relatif des éco-gestes évolue. Donc, par un process de réitération, d'ajustement via nos experts, via la data, on s'assure d'accompagner vraiment les marques de vraiment affiner les recommandations grâce à toute cette donnée. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans l'étude. Effectivement, l'impact relatif des éco-gestes peut varier fortement suivant le contexte.
et tu parlais de l'intensité carbone de l'électricité en France. Si on se place sur d'autres marchés, par exemple, ce type de mesures de surpression le week-end sur les heures creuses ou de localisation des serveurs, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on a vu ici sur le marché français. Tout à fait. Et il y avait aussi un point important, c'est que grâce à la granularité qu'offre Impact+, on peut mettre en place des solutions, des décisions de média planning, notamment sur le social media. Donc oui, on va prendre en compte cet indicateur carbone, mais on va toujours le corréler à des indicateurs de performance média, et notamment l'attention. Et donc nous, notre objectif, ça va être d'aller vraiment sur des impressions utiles, de moins gaspiller le budget média. Et finalement, en faisant ça, on va aller optimiser, augmenter la performance de nos campagnes médias, tout en réduisant le gaspillage et donc en émettant moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que vous pouvez piloter les campagnes, par exemple, au CO2 émis par seconde d'attention, par exemple, des choses comme ça? Oui, voilà. En gros, pour chacun des placements et des formats proposés par les différentes régies en social media, là, on va plutôt prendre des décisions. Voilà, on suit nos campagnes au fil de l'eau et on analyse au sein de nos bilans. Le KPI d'attention est un indicateur qui fait partie de tous nos dashboards de suivi des performances des campagnes médias, et ça peut nous permettre de prendre ce type de décision. Par contre, sur l'environnement display programmatique, là, on est allé plus loin dans l'automatisation de ce processus en mettant en place un custom bidding sur DV360 avec notre agence Jellyfish. Et là, l'objectif, c'est de cibler en temps réel des emplacements qui vont nous permettre et de réduire nos émissions carbone et d'aller plus loin en termes d'attention. Et on a pu voir, notamment sur une campagne pour notre marque Galia, on a pu réduire de 35% nos émissions de gaz à effet de serre, tout en optimisant de 4 points notre taux d'attention. Voilà, c'est notamment grâce à toute la relation tripartite qui est hyper importante de ce projet de mise en place de custom bidding avec Jellyfish, Impact+, et nous, annonceurs. En gros, la plateforme qu'on a développée permet aussi, donc, toute la donnée qui est collectée via les investissements digitaux, et donc là, sur DV360, cette donnée, elle est disponible également en dehors de la plateforme. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été fournir cette donnée environnementale à Jellyfish pour venir nourrir leur algorithme d'optimisation des campagnes, pour leur permettre non seulement d'optimiser du coup la performance média, mais également d'optimiser l'impact environnemental. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller nourrir d'utiliser notre donnée pour nourrir une autre donnée, et donc avoir une vraie collaboration tripartite. Pour terminer, quelles sont vos ambitions sur 2025? Est-ce que vous avez d'autres projets pour aller plus loin? Déjà, on va continuer de sensibiliser les équipes. Je pense que ça, c'est hyper important. Il faut sensibiliser toutes les parties prenantes d'une campagne de communication. Donc, communiquer sur les résultats et les actions qu'on met en place. Continuer de démontrer que ça ne vient pas alourdir les process, qu'on met en place une automatisation qui vient justement simplifier toute cette mise en place. Et après, ça va être continuer de mesurer pour réduire, et notamment sur tout le scope digital avec Impact+. On a notamment la partie audio digital qui n'est pas encore mesurée et donc sur laquelle on ne met pas encore en place d'action. Donc, on souhaite le faire. Et sur la partie automatisation, on souhaite développer l'utilisation du custom bidding avec Jellyfish, et notamment sur la partie vidéo YouTube. Voilà, ça va être les enjeux 2025 sur la partie digitale. Nous, de notre côté, c'est évidemment de continuer à accompagner Heineken, ses agences, Starcom et Jellyfish dans une collaboration qui permet d'aller toujours s'améliorer en continu. Voilà. Et puis, nous, de les accompagner sur d'autres leviers digitaux comme l'audio, et également certains médias offline aussi cette année. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci, on peut les applaudir. Merci Adeline, merci Audrey, merci Agathe. Il est temps d'entamer la troisième séquence de ce petit déjeuner avec la présentation des use cases, et j'invite Adrien Delambre
et Arthur Orientis de nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les deux sous vos applaudissements. Bonjour. On attaque. Du coup, juste pour commencer, Adrien a switché la partie présentation. Mais donc, Arthur, je m'occupe en fait, je co-dirige chez Dentsu la partie gouvernementale. Donc aujourd'hui, en fait, je vais pas me parler de vos impôts, hein, parce que finalement, c'est notre source de revenus. Un premier point, en fait, Dentsu, c'est quand même important parce que finalement, ça a été la première société à mission en fait, dans le monde des médias. Je vais insister en fait sur 2 mots à l'intérieur, social et environnemental, parce que ça se lie assez bien en fait avec finalement l'usage qu'on fait de vos impôts. Parce que Dentsu Public, en fait, qui est l'entité qui s'occupe de ce qu'on appelle le GAE, le groupement d'achat d'espace de l'État, en fait, on a une mission principale qui est d'aider l'État à changer un peu les comportements principalement. On n'est pas là pour faire l'information de ce que fait le gouvernement, etc. On est plutôt là pour travailler en fait en profondeur sur ce que toutes les actions de l'État finalement pour changer la façon dont on vit. On peut penser par exemple au dépistage sur le cancer, on peut penser à la promotion de la France à l'étranger, on peut penser à la sécurité routière, etc., qui sont des choses beaucoup plus poussées finalement que juste parler du quotidien et du budget qu'on voit à la télé. Alors pourquoi social? Déjà dans un premier temps, c'est parce qu'en fait, on a la mission de toucher tout le monde. Et quand on dit tout le monde, en fait, c'est finalement toute l'accessibilité de la publicité qui est hyper importante, parce qu'on doit toucher les sourds, les aveugles, les muets. Enfin, les muets, on s'en fiche un peu, mais c'est plus facile parce qu'ils arrivent à nous entendre. Mais en tout cas, en fait, on a une vraie volonté de toucher l'intégralité des Français, des gens qui sont connectés à l'environnement en fait, digital ou à l'environnement média, et même ceux qui sont exclus de tout ça, parce que finalement, c'est les premières personnes en fait, qui sont les plus intéressées ou les plus importantes à les toucher. Et 2, sur la partie environnementale, le sujet de ce matin, en fait, c'est hyper important de la même façon. Donc déjà, je crois que tout le monde a un peu dit ce matin, c'est déjà le travail qui est fait avec les agences créa pour essayer de réduire en fait le poids, l'impact technique en fait de toutes les créations qu'on va pouvoir diffuser. Et 2, nous, dans notre diffusion, finalement, qu'est-ce qu'on arrive à faire? Et c'est pour ça que je suis avec Adrien ce matin qui m'a invité, parce que un des gros sujets, c'est comment est-ce qu'on diffuse mieux, comment est-ce qu'on essaye au quotidien d'optimiser les choses. Et c'est vrai que des solutions comme Gridbid, en fait, nous apportent beaucoup. La mesure, bien entendu, est hyper importante parce que ce qui ne se mesure pas ne se réduit pas. Donc, on essaye de bien mesurer et de bien réduire en fait, avec des acteurs comme Gridbid, mais pas seulement, parce qu'il y a plein d'autres sujets en fait, qu'on pourrait aborder. Merci Arthur. Et donc l'idée aussi, c'était de vous présenter un maximum de learning, d'apprentissage qu'on a eu avec Dentsu au cours de maintenant 37 campagnes l'année dernière. Donc ce sera beaucoup de chiffres assez concrets. Ce qui est aussi intéressant, c'est peut-être revenir sur ce que nous on fait, à savoir qu'on se travaille sur le gâchis de la chaîne technologique, notamment programmatique. En fait, on l'a vu, on en a beaucoup parlé, mais le fait de diffuser sur des impressions qui sont non visibles, sur du trafic invalide, frauduleux, ça génère du gâchis carbone et les annonceurs perdent littéralement de l'argent. Et donc nous, en réduisant, donc ça c'est tiré d'un rapport de l'ANA, qui est l'Union des marques américaines, qui montrait qu'un annonceur en moyenne, quand il met $1000 en programmatique, il y a réellement que 360 qui est réellement délivré sur des vrais humains, sur des vrais sites. Et donc nous, on va travailler sur toutes les petites barres rouges, et notamment les petites barres rouges, c'est à la fois des pertes de productivité média et du gâchis carbone total. Un exemple extrême qu'on a pris, mais qui est réel, donc c'est un site aux États-Unis où aujourd'hui, pour y accéder en programmatique, il y a plus de 30 000 chemins d'accès. Donc virtuellement, en tant que trader ou dans votre DSP, vous ne savez jamais si le chemin que vous prenez, c'est le chemin le plus court, le plus performant et le moins carboné. Et nous, c'est ce qu'on travaille avec Dentsu justement pour se dire comment, à chaque fois que le gouvernement et les autres annonceurs de Dentsu investissent 1 euro en programmatique sur YouTube, sur Meta, on est sûr que cet euro travaille le plus possible à le plus de productivité. Voilà. Alors, déjà quelques chiffres. Donc, j'ai parlé de 37 campagnes. Aujourd'hui, en termes d'économie carbone, on est à plus de 500 tonnes mesurées par le GMSF, DCF, OneFrame, SRI, IAB. En moyenne, c'est 40% de réduction carbone quand on travaille ce gâchis. C'est plusieurs millions d'euros de budget média optimisé. Donc, on arrive sur des chiffres qui nous permettent d'être assez sereins sur les learnings qu'on va vous présenter. Il y a déjà un premier learning, on en a un petit peu parlé ce matin, c'est que bien évidemment, réduire l'impact carbone de vos campagnes est totalement compatible avec l'amélioration des performances médias. On a plein d'exemples. Je vais prendre un exemple pour le groupe Accor, avec une autre agence du groupe Dentsu, où sur une campagne all.com, on a à la fois baissé
le coût par acquisition de presque 70%. On a augmenté, donc sur le display, en vidéo, on a augmenté le taux de complétion. Et bien sûr, on est sur une réduction carbone très significative. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on adore faire. Et quand on travaille avec Dentsu, c'est leur montrer à leurs annonceurs aussi que quand ils payent une technologie qui va réduire le gâchis, c'est à leur bénéfice, c'est très héroïste et qu'on travaille en plus des KPI très intéressants pour eux. Et c'est une des parties en fait qui est la plus importante parce que finalement on a même des clients qui pourraient nous dire, qui pourraient avoir en fait une espèce de, qui sont un peu schizophrènes en fait. Certains qui pourraient nous dire, bah moi je veux réduire mes émissions carbone, c'est mon objectif. Son petit voisin qui me dit en fait, bah non, je veux pas le faire au détriment des performances de la campagne. Et c'est vrai qu'en fait toutes ces solutions là, elles permettent finalement de jouer sur les deux tableaux, donc d'optimiser finalement les euros qu'on investit en fait de votre argent de poche, parce que c'est quand même important de le souligner. On n'essaie pas non plus de dilapider ce que l'État nous prend finalement, et en même temps d'avoir cet impact et d'être toujours en fait au devant de la scène. Et on a des clients qui sont quand même assez exigeants parce que typiquement en fait un des annonceurs est l'ADEME qui est quand même qu'on le veuille ou non, qui travaille beaucoup sur ces enjeux-là et qui nous challenge beaucoup au quotidien pour que les campagnes qu'ils peuvent avoir, il y a un exemple plus tard, puissent être bien optimisées. Donc on a vraiment cette logique systématique de se dire c'est pas une réduction carbone finalement contre l'optimisation en fait de l'euro investi, mais c'est vraiment un travail en fait qui fonctionne ensemble et c'est ce qu'on voit en fait systématiquement sur toutes les campagnes. Le pendant de la performance, et donc là c'est le deuxième learning, c'est la qualité média. Donc oui, je vous le dis aussi, réduire l'empreinte carbone des campagnes digitales peut aussi se faire avec une amélioration en parallèle de la qualité des emplacements publicitaires. Et ça, on l'a montré notamment sur une campagne à l'échelle internationale pour le gouvernement français l'année dernière qui s'appelle Marque France. Donc Marque France, c'est une campagne qui est destinée à attirer des investissements étrangers en France. Et en fait, bon, au-delà de la réduction carbone, d'un taux de visibilité très très bon mesuré avec IAS, on a aussi fait une étude avec Adelaide, qui est un acteur majeur et global sur la mesure de l'attention. Et en fait, on a amélioré par rapport au benchmark d'Adelaide l'attention de la campagne de 32%. Donc Adelaide, voilà, je ne vais pas pitcher la solution, mais en fait, ils travaillent sur des attention units, et donc ils vont vous dire plutôt sur un site web ou au cinéma. En fait, ils vont ranker les emplacements publicitaires de 0 à 100 en fonction d'attention. Et grâce à la diffusion et à la réduction carbone, on a vu qu'on était en capacité d'aller chercher plus d'attention sur cette campagne, qui était une très grosse campagne en plus, en termes de budget, avec des investissements assez significatifs. Le troisième vraiment learning qui est très très important, c'est que là on parle beaucoup de ce qui se passe finalement dans les plateformes d'achat et de choix que peuvent faire les annonceurs presque automatiquement avec des solutions d'IA, d'optimisation. Mais en fait, quelque chose qui est aussi très important, c'est le choix des éditeurs. Alors ça, c'est la martingale sur le marché français avec Sustainable Digital Ad Trust, c'est comment on redonne de la valeur aux éditeurs premium. Nous sommes en capacité de vous montrer aujourd'hui que si vous faites très attention à la sélection de vos éditeurs, vous êtes en capacité d'aller chercher de la réduction carbone supplémentaire et incrémentale par rapport à juste une optimisation qui pourrait se faire directement dans le DSP avec une solution de custom bidding dont on n'a plus parlé. Un exemple qu'on a eu, donc c'est avec France Rénov', encore un annonceur lié au gouvernement, où en fait, rien qu'avec la solution Greenbids dans le DSP, on avait moins 25% de réduction carbone. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des éditeurs moins carbonés. Alors, je vais peut-être rentrer dans le détail de notre produit. Nous, on travaille sur toute la chaîne programmatique, et notamment, on va travailler avec des éditeurs pour aller filtrer ce qui se passe au niveau de leur header bidding. Donc, c'est un peu technique. Mais en fait, aujourd'hui, un éditeur, il utilise le header bidding pour maximiser son yield et ses revenus. D'accord ? Donc, en fait, il contacte la terre entière pour espérer avoir une impression publicitaire et gagner de l'argent. Bien évidemment, tout le monde ne répond pas. Nous, on calcule la probabilité en temps réel d'avoir une réponse et on coupe tous les appels inutiles. Donc, en fait, en moyenne, on va prendre l'exemple de Prisma, j'ai des chiffres là-dessus, qui travaillent avec notre solution. Prisma, plutôt que de contacter en moyenne 12 SSP pour une impression publicitaire, va en contacter 5. Et donc, vous connaissez comment la chaîne programmatique fonctionne. Si on coupe très tôt des branches qui ne servent à rien, on va faire des économies d'appels serveurs très significatives et à la fin, des réductions carbone très importantes. En plus, pour nous, c'est hyper important parce que ça nous permet d'être beaucoup plus sélectifs sur les environnements dans lesquels on va diffuser et d'essayer de rediriger, en fait, d'essayer de contrôler finalement les éditeurs qui reçoivent en fait, finalement l'argent qu'on investit et d'arriver à rediriger les choses plutôt sur des environnements, on va dire français, que sur des européens, que sur des environnements en fait très internationaux. Donc aujourd'hui, cette solution elle est utilisée par Ouest France, Prisma, Les Échos, Le Parisien, Reworld en France, Groupe Marie-Claire, Lagardère. Donc on a quand même beaucoup d'éditeurs premium et de grands groupes premium en France qui utilisent cette solution. Ce n'est pas la seule solution du marché pour faire du traffic shaping, on appelle ça.
Il y a aussi Upvisor, par exemple, qui propose cette solution. Je pense que c'est intéressant de le mentionner. Tout ne se joue pas dans le DSP, tout ne se joue pas dans la plateforme d'achat. Et il existe aussi des solutions sell-side pour faire de la curation de votre côté et aller plus loin. Et en fait, aligner premiumité, pardonnez-moi pour ce terme, avec réduction carbone, avec un incrément de réduction. Et enfin, le dernier, ah oui, ça c'est l'exemple de Prisma dont je vous parlais. Donc Prisma, voilà, en moyenne, avant Greenbids, ils contactaient 12 SSP pour une impression. Aujourd'hui, ils en contactent 5 et on a tous les chiffres avec eux qu'on peut vous partager. On a fait un super cas, notamment pour les Minted Awards, qui avait beaucoup plu. Dernière chose, dernier learning, et après nous rendons le micro. Il faut quand même prendre conscience que quand on touche aux performances médias, il y a potentiellement l'existence d'un effet rebond sur les émissions carbone. Puisque si on y réfléchit, je mets 100 de budget, je délivre 100 impressions. Si on améliore les perfs, je mets peut-être 100 de budget et je vais délivrer 120 impressions. Donc on doit vérifier et donc prendre conscience de ça en tant qu'annonceur. Attention, bien évidemment, on parle tous d'amélioration des performances médias puisque c'est clé pour les annonceurs d'avoir des solutions héroïstes et d'aligner, je dirais, KPI Green, KPI Sustainability et efficacité média. Mais à un moment, on doit être en capacité aussi de prouver que l'amélioration des performances n'est pas au détriment d'un éventuel effet rebond dans les émissions carbone. Alors sachez, alors attention, je pense que personne ne verra au fond, mais sachez que c'est des choses que nous, on recalcule assez régulièrement pour nos clients qui veulent montrer ça. Et donc, c'est se dire, tiens, j'ai une optimisation dans le DSP qui me donne 250 de performance pour des émissions carbone de X. Si j'utilise juste une solution de custom bidding sur la performance, je vais augmenter ma perf, mais je vais augmenter mes émissions carbone parce qu'en fait, j'aurais fait plus d'impressions. Et donc, c'est comment je combine les deux avec des solutions comme Greenbids ou des solutions comme Jellyfish plus Impact Plus pour faire en sorte que ma performance reste tout à fait haute, mais qu'on ait moins d'émissions carbone. Donc ça se recalcule. Et c'est quelque chose qu'en tant qu'annonceur, vous devez exiger à vos régies, parce que c'est très bien de parler d'amélioration de perf, mais attention au bilan carbone global. Voilà, je pense que vous ne voyez pas les chiffres, mais je serais heureux d'en parler si vous le souhaitez. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il nous reste du temps ou pas. Merci. Merci Adrien Arthur, on peut les applaudir. Merci pour ce premier use case très intéressant et on enchaîne avec un second use case et on accueille Andrea Caporlinga de Cedara sous vos applaudissements. Bonjour. La zapette est à vous. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Cedara, donc déjà je m'appelle Andrea, donc je suis en charge pour le sud d'Europe pour Cedara, d'où mon accent. C'est quoi Cedara? Cedara, c'est un tool, c'est un software qui permet de démesurer omnichannel les différents scopes 1, 2 et 3 de toutes les technologies de l'écosystème médiatique. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on accompagne les marques, les agences, les techs, les publishers pour pouvoir justement mesurer, analyser et réduire leur impact carbone. Ça, pour moi, c'est la slide, un des les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous un objectif, réduire l'empreinte carbone. Mais en fait, pour pouvoir réduire, il faut commencer déjà à savoir de où on part. Et pour le savoir, en fait, il faut quand même mesurer. Donc, mesure, c'est quand même la base. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut pas attendre une mesure granulaire si, en fait, on n'a pas de transparence dans la supply chain. Donc, la transparence, aujourd'hui, c'est mandatory. Aujourd'hui, on sait tous, les budgets, c'est la marque. L'agence, il va aider la marque. Il va diffuser sur les techs qui vont encore diffuser sur les plateformes. Mais en fait, si tout l'écosystème ne participe pas à se mesurer et à décarboner, en fait, on ne va pas y arriver. Donc, du coup, en fait, nous, on accompagne encore une fois tous les acteurs de l'écosystème. Et ça, pour nous, c'est un cas d'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a 3 types d'acteurs. On a la marque, Epson, avec un objectif de communiquer sur un produit à un niveau à échelle mondiale. On a Total Media, qui c'est une agence indépendante en Angleterre, qui en fait utilise aujourd'hui Cedara pour ses activités, pour ses activations avec tous les autres acteurs, les autres marques. Et on a Pixability, qui c'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui permet de faire des campagnes sur YouTube avec une approche sémantique. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Pixability, il mesure son scope 1, 2 et 3 avec Cedara. Donc, du coup,
il génère l'intensity score. Et l'intensity score, c'est quoi? C'est combien, en fait, il génère en CO2 chaque impression. Parce que le but, c'est de savoir combien il génère aujourd'hui et comment il faut faire pour pouvoir réduire cette approche. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme on l'a dit toute la matinée, c'était juste dire mesurer, réduire l'empreinte carbone sans en fait impacter les performances. Bah, c'est exactement en fait le bon chemin vers où on va, c'est ce qu'il faut faire. Donc les métriques, c'était très simple. En fait, aujourd'hui, Epson, avec l'aide de l'agence, ils ont délivré plus de 230 millions d'impressions. Donc c'était quand même 17 marques. 17 marchés, c'était quand même huge. Avec justement une trafic sur le site majeur de 60%. Donc, en fait, c'est de la qualité qu'ils ont au niveau des visites sur la website, avec un complete rate de 80%. Ensuite, ils ont fait une étude BrainLift sur les différents pays où c'était possible. Et en fait, il y a eu une mémorisation et une valorisation de l'image de la marque de plus de 5%. Mais tout ça, suite à toute l'analyse, en fait, toutes les données des précédentes campagnes, des précédentes activations, pour dire, en fait, aujourd'hui, on a un intensity score qui est environ à 2,40. Ils l'ont baissé des 4 fois. Donc, ils sont arrivés à générer, encore une fois, un intensity score à 0,54. Et c'est quand même hyper important parce que savoir d'où on part pour pouvoir travailler, analyser tous ces types de données, qu'ils soient le device, qu'ils soient Wi-Fi, qu'ils soient en fait, le channel, ça permet de pouvoir tester. Et avec le test and learn, on arrive à réduire et garder toujours le même impact au niveau des performances. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci André, on peut l'applaudir. Andrea de la société Cedara. La Zapette, oui. On va enchaîner avec une dernière présentation. Raphaël Nataf et Anas Eschaoui de Bicovery. Bonjour messieurs, la scène est à vous. Donc, bonjour à tous. Pour clôturer cette belle matinée, ces initiatives, on a voulu mettre en avant aussi un use case avec l'agence HeroX et son annonceur CooperativeVu à travers un levier dont on parle pas beaucoup. Le poids de l'audience, c'est-à-dire l'origine du trafic. Est-ce qu'il vient du paid? Est-ce que c'est une origine organique? Donc, juste avant de commencer, en quelques mots, Bicovery, c'est quoi? Donc, c'est une sustainable tech qui opère un achat média digital pour les agences et annonceurs pour qu'ils soient à la fois efficaces en termes de performance et responsables en termes d'impact carbone. On active plusieurs leviers. On est connu pour notre produit de recyclage, pour activer des leviers d'ad selection, de poids de créa. Mais aujourd'hui, on a voulu insister sur l'audience. On va rentrer un peu plus dans les détails. Juste pour expliquer un peu le dispositif, donc on a été contacté par HeroX pour une campagne VOL pour CooperativeVu fin d'année dernière, où là, l'objectif, c'était en même temps de réduire le poids global de la campagne, mais en même temps d'augmenter les performances sur une première campagne initiale en termes de VTR et de CTR.
Et c'est là où, avec les équipes, on s'est dit que, bien sûr, il fallait activer l'ensemble des leviers et pouvoir aussi mettre l'accent sur le poids de l'audience et filtrer les audiences les plus énergivores et voir quel impact ça a sur les performances, ce qui est le plus important pour l'agence et pour l'annonceur. Et c'est là où, vers Q4 2024, on a activé l'ensemble du stack, donc du recyclage d'impressions, on a réduit le poids des créas, on a créé un chemin direct, et en plus de ça, on a fait un focus sur audience source. Je vais laisser Raphaël vous expliquer un peu plus en détail. Oui, donc c'est vrai que cette matinée était assez chargée, je pense, en informations. On a voulu faire quelque chose de très rapide. Donc là, on va prendre moins de 5 minutes de votre temps pour vous expliquer un petit peu tout ça. Comme l'a dit Anas, en fait, il y a un levier qui est vraiment sous-estimé aujourd'hui sur le marché. On arrive à parler du device, on arrive à parler de la connexion, du nombre de partenaires. En fait, vous l'avez entendu récemment, on a beaucoup parlé aussi des sites MFA. Qu'est-ce qu'il y a sur les sites MFA, donc les sites made for advertising? Il y a énormément de trafic acheté. Et avec HeroX et avec certains clients annonceurs, justement, on s'est posé la question de se dire, finalement, quel est le vrai impact de ce trafic acheté? Quel est le vrai impact de ces sources non organiques? C'est pour ça qu'on a vraiment catégorisé aujourd'hui le trafic sous 2 grandes catégories, tout ce qui est organique, tout ce qui vient de manière, on va dire, plus naturelle sur un site, sur l'audience, et tout ce qui va être acheté, donc les sites d'arbitrage comme les sites MFA, ou alors même sur des sites totalement premium aujourd'hui, vous avez aussi du trafic acheté. Donc ça rend la tâche, on va dire, doublement plus complexe pour les agences, pour les annonceurs, de se dire mon CDD est premium, mon cadre de diffusion est premium, j'ai des bons sites, pourtant j'ai quand même du trafic invalide, j'ai quand même des bots, j'ai quand même des performances qui sont dégradées, alors que pourtant l'agence, les régies peuvent garantir une certaine qualité. Et c'est pour ça qu'en fait, on a à la base, Bicovery, on est quand même des ingénieurs dans le sens où on crée des produits en étant parti du côté sell-side, du côté des éditeurs, et on est remonté progressivement dans la chaîne vers les annonceurs pour les aider. Et dans l'idée, on s'est dit, créons quelque chose d'un peu plus granulaire. Au lieu de faire des whitelist, blocklist que tout le monde connaît, allons un peu plus à l'impression et filtrons finalement ces audiences achetées à l'impression, quel que soit le site, quel que soit l'environnement. On vous a mis quelques chiffres assez intéressants. C'est que sur notre achat média, justement pour la campagne d'HeroX, mais aussi pour d'autres campagnes représentatives, on est tombé sur une part de trafic acheté qui était plus proche des 13% généralement en France, donc sur la période de Q4 2024. Il y a eu des rapports de l'agence américaine justement des annonceurs, l'ANA, qui aujourd'hui dit que le trafic est en forte diminution, ce qui est positif pour le marché. Cependant, vous voyez, il y a encore quelques mois, on a vu qu'il y avait encore 13%. 13%, ça peut paraître peu comme ça, mais finalement, c'est énorme. Je vais vous donner un peu plus de différenciation entre ces types de trafic et pourquoi c'est vraiment important de pouvoir les filtrer en temps réel, surtout sur les campagnes. Aujourd'hui, un trafic organique, vous le connaissez en fait déjà parce que vous-même, vous êtes souvent du trafic organique. C'est tout ce qui vient des réseaux sociaux en termes de liens de redirection non payants, tout ce qui va être du trafic direct, ce que vous avez en favori, le SEO aussi, quand vous tapez des recherches normales sur Google, et tout ce qui va être l'affiliation naturelle. Pardon. Le trafic acheté, on en a parlé, ça vient souvent en lieu et place sur les sites MFA du trafic organique, mais c'est tout ce qui va être lié à l'achat média, le SIA, même simplement quand les entreprises se sponsorisent sur les navigateurs, sur les indexations. Tout ce qui va être aussi les solutions de recommandation de contenu sur lesquelles vous avez, je pense, comme moi, cliqué au moins une fois dans votre vie. Et bien entendu, les réseaux sociaux payants. L'idée, c'est de se dire que ces trafics achetés ont un vrai impact sur la campagne. Donc, nous, on arrive vraiment là avec cette petite étude qu'on va vous montrer sur la fin de la diffusion. Et vous allez voir à quel point ça peut être important. Les efforts CO2, petite introduction avant de vous montrer des chiffres plus terre à terre. Il faut se rappeler quand même que le trafic organique a généré très peu d'efforts carbone en amont. Contrairement à du trafic acheté qui, si on se réfère aux CTR plutôt connus sur le marché, peuvent générer entre 100 000 voire 10 000 clics pour générer une seule visite. Donc c'est-à-dire que vous allez toucher potentiellement une cible qui a généré du carbone à l'échelle de 1000 ou 10 000 visites,
qui est déjà fatiguée par la publicité, parce que globalement, elle est venue sur un site en cliquant sur une publicité déjà dans un premier temps, avec peu d'affinités contextuelles liées à l'annonceur et liées à sa cible. L'annonceur donc ne dépense pas sur ses cibles, ce qui représente aussi un gaspillage important. Et on a constaté des très faibles taux de clic de 3 à 4 fois inférieurs à du trafic organique. Donc, à l'inverse, ce qui est important avec le trafic organique et pourquoi c'est bien de les filtrer et de les privilégier en temps réel sur chaque impression, c'est qu'ils ont généré pas ou peu d'efforts serveurs en amont. Ils sont beaucoup plus contextuellement proches de la cible de l'annonceur, davantage intentionnistes également. Pareil, on a bien creusé le sujet. Et souvent en phase de décision d'achat. Donc pareil, c'est des gens qui n'ont pas cliqué sur de publicité avant et qui vont être plus en phase à aller vers votre produit et à justement aller vers votre marque. Donc qui cliquent 3 à 4 fois plus en moyenne. On s'est basé, grâce à notre partenaire DK, sur une mesure vraiment complète à la fois de la campagne de Système U, de Coopérative U, et avec EuroX, mais aussi on a pris des exemples plutôt concrets sur les 6 derniers mois de l'année 2024. Et on s'est rendu compte, en fait, finalement, quand on utilise les référentiels connus du SRI, quand on utilise toutes les données environnementales qu'on connaît, qu'en fonction de chaque format, en fonction de chaque typologie de campagne, on voit que l'audience achetée et l'audience au global représentent une grande part, finalement, de l'impact carbone des campagnes. Donc, en display, vous le voyez, c'est un impact prépondérant. Ça peut être jusqu'à 37% du poids de la campagne lié aux audiences, finalement. En in-stream et en out-stream, c'est légèrement inférieur, surtout aussi parce que le poids de la créa prend plus de place sur le poids total. Donc, on arrive aux résultats finaux que je vais laisser Anas vous présenter. Et donc, le plus important, in fine, pour l'agence et l'annonceur, c'est de voir quels résultats ça a en termes de performance. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a augmenté le VTR de 11% et le CTR de 23%, ce qui est très intéressant de mettre en valeur, dans le sens où, au final, ce produit audience source, ce levier, nous a permis en fait de s'en servir pour augmenter la performance et satisfaire encore plus les objectifs de l'annonceur. Et en termes d'impact carbone, donc on a réduit de 65% le poids global de la campagne, dont 31% qui concerne le filtrage d'audience. Donc, pourquoi on a voulu mettre en valeur uniquement ce levier? Pour montrer que, comme le disait Raphaël, on a une équipe d'ingénieurs qui travaille sur plusieurs leviers pour essayer de comprendre comment réduire l'empreinte carbone tout en respectant les objectifs des annonceurs et agences. Et c'est encore une fois une preuve, grâce aussi à notre mesure RDK qui nous permet d'être indépendant grâce à l'API et de pouvoir en totale indépendance travailler sur des sujets et pouvoir au fur et à mesure augmenter les performances, réduire les coûts d'acquisition et toujours avec le même objectif, réduire l'empreinte carbone comme on a pu le voir pendant toute cette matinée. Voilà, donc juste le mot de la fin pour le coup. Je pense que tout le monde aujourd'hui a très très bien mentionné le fait que toutes les initiatives sont cumulables. Aujourd'hui, il ne suffit pas de choisir un ou deux dispositifs, mais plutôt de les cumuler et de chercher des synergies justement dans le filtrage, on va dire. L'idée, c'est de se dire que voilà, depuis 2022, je pense à peu près, les annonceurs, les agences ont bien compris que c'était toujours une double problématique, à la fois la réduction mais la performance. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait vraiment faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a énormément de facteurs, mais demain, n'ayez pas peur de tester des choses, n'ayez pas peur de mettre en compétition certains use cases même pour voir justement lequel peut vous apporter le plus de bénéfices. Mais in fine, on a la chance d'être dans un écosystème qui privilégie et qui récompense les annonceurs qui vont cumuler finalement les opportunités de réduction. Donc merci pour votre attention et au plaisir pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci. Merci Raphaël, merci Anas. On fera la session de questions-réponses devant un café dans un instant. Merci en tout cas. C'est, je crois, la fin de cette matinée. Évidemment, un immense merci à tous les speakers. On va avoir aussi un mot de conclusion d'Adeline. On vous rappelle que vous pouvez télécharger tous les livrables en flashant les QR codes avec votre smartphone pour les consulter sur le site web. J'espère que la consommation de carbone de ce geste est modérée. Adeline, le mot de la fin? Je suis patiente. C'était juste pour dire, j'ai oublié tout à l'heure que donc vous avez vu, on fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail dans la
dans la commission Sustainability, là, on va lancer un nouveau cycle de travaux pour 2025. Donc, la prochaine réunion, je ne sais pas encore quand elle aura lieu, mais probablement d'ici un mois, ça sera justement l'occasion de discuter des sujets sur lesquels vous voulez travailler et des prochains livrables. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette réunion de la commission pour ensuite constituer les groupes de travail. Et voilà. Merci. Et effectivement, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe de travail de l'association et globalement à rejoindre Alliance Digitale. Et on se donne rendez-vous dans un mois, début mars, pour le Love Data Day. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au revoir.